Oui, allez. Donc, bonjour et bienvenue à vous pour une nouvelle édition des Cafés de la recherche en aménagement et développement du territoire. Donc, nous sommes ensemble de 14h à 14h45 avec Pacom Bertrand du POPSU. Bonjour à tous. Et en ce début d'année, puisque nous sommes encore au mois de janvier, la tradition veut que nous souhaitions une très belle et heureuse année 2024, pleine de beaux projets. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter un nouveau cas de la recherche porté par POPSU. Alors, ce sera le cas de Rive de Gier, avec pour cela deux intervenants, Christelle Morel-Journel et Emmanuel Martinez. Mais avant, on voudrait vous présenter ce que sont les cafés de la recherche. Tout d'abord, ce sont une initiative portée conjointement par le POPSU Territoire et le CNFPT. Donc, POPSU Territoire représenté par Pacom et le CNFPT par moi-même, Clémence Caron. Peut-être, Pacom, expliquer ce qu'est le POPSU et pourquoi proposer ces cafés de la recherche en aménagement et développement des territoires. Oui, bonjour à tous. Merci Clémence et merci au CNFPT une fois de plus pour l'organisation de ce café. Pour présenter très brièvement POPSU, donc POPSU, c'est la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines. C'est un grand programme de recherche-action qui est scindé en deux volets. On a le volet POPSU Transition qui s'intéresse aux grandes villes et aux métropoles, et le programme POPSU Territoire, donc qui porte sur les petites villes et les territoires ruraux et qui nous intéresse aujourd'hui. L'objectif de POPSU, c'est d'installer des chercheurs au plus près des collectivités et de produire de la connaissance sur les territoires en permettant de croiser les savoirs et opérationnels et scientifiques et ceux des élus. Notre idée, c'est aussi de diffuser ces résultats, de les faire vivre en dehors de la sphère opérationnelle, de la sphère universitaire. Et c'est notamment ce qu'on essaye de faire avec ces cafés de la recherche. Donc, ces petits événements légers qui permettent à des chercheurs de revenir sur leur projet. Et aujourd'hui, on accueille donc Christelle et Emmanuel, que je remercie de se mobiliser aussi pour cet événement. On diffuse aussi les résultats de plusieurs autres manières, notamment avec des petits ouvrages qu'on appelle les carnets de territoire, avec des films, avec des podcasts. Enfin voilà, on tente des choses et l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger et débattre à partir des recherches et des travaux produits dans le cadre de POPSU. Et donc, pour prendre connaissance des travaux de POPSU, vous trouverez sur la slide qui s'affiche le lien vers le site internet de POPSU Territoire, mais aussi le lien vers le site du CNFPT. Et sachez qu'aujourd'hui, c'est la 5e édition des cafés de la recherche en aménagement et développement du territoire. Donc, on vous a remis les éditions précédentes avec les replays. Sans plus attendre, on va laisser la parole à nos deux intervenants du jour pour entendre leur cas, l'objet de leurs travaux. Et sachez aussi qu'à chaque fois, les cas sont repris dans des petits ouvrages, les carnets, comme celui qui s'affiche à l'écran. Et c'est l'occasion aussi d'approfondir et d'avoir des explications complémentaires à la présentation qui pourrait vous être faite. Et peut-être Pacom rappeler comment on peut se procurer ces petits carnets? Oui, alors vous pouvez m'écrire et moi je peux vous les envoyer par courrier. Ils sont aussi disponibles dans toutes les librairies et sur le site de Autrement, la maison donc d'édition. Merci beaucoup. Donc c'est à vous, Christelle et Emmanuel. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Peut-être avant de commencer la présentation, on va se présenter l'un et l'autre. Donc moi, c'est Emmanuel Martinet et pas Martinez. Voilà, je suis chercheur à l'ENTPE, qui est une école d'ingénieurs qui forme les fonctionnaires intermédiaires du ministère de la Transition écologique. Voilà, et je suis membre de l'UMR EVS, en fait, qui est le gros labo d'études urbaines et de géographie. Christelle Morel-Journel, donc membre du même laboratoire qu'Emmanuel, environnement, ville, société, et je suis maîtresse de conférence en études urbaines à l'université de Saint-Étienne. Voilà.
Alors, on a une petite vingtaine de minutes, je crois, pour présenter donc ce carnet de territoire. Donc, on a intitulé « Régénérer une petite ville sous double influence métropolitaine, le cas de Rive-de-Gier ». Qui est issu en fait d'une recherche qui a été réalisée en 2019 et 2020 et qui a fait partie de la première levée des POPSU territoires. En fait, voilà, on a été lauréat du premier appel à projet qui a été lancé en 2018, si mes souvenirs sont bons. Donc on est deux pour présenter ce carnet de territoire aujourd'hui, mais cette recherche est en fait une œuvre collective qui a mobilisé plusieurs autres collègues de VS, voilà, qui figurent dans les auteurs, donc François Duchesne, Georges Guay, Laurence Rocher. Le sixième auteur, Éric Villemain, est en fait un photographe qu'on a mobilisé dans le cadre de cette recherche et qui est l'auteur des photos qui sont présentées dans le livre. On a prévu une présentation en deux temps. Un premier temps, donc c'est moi qui m'y colle. On va revenir sur la recherche en fait dont est issu le livre. Et puis dans un deuxième temps, Christelle présentera en fait le livre qui ne rend compte en fait que d'une partie de la recherche. Il faut que je te laisse manipuler du coup. Bien sûr. Super. Donc l'origine de cette recherche en fait, pourquoi Rive-de-Gier en fait, pourquoi avoir choisi cette petite ville pour répondre à l'appel à projet POPSUT en fait, parce que c'était un terrain sur lequel une partie de l'équipe était déjà investie, voilà, sur des thématiques assez diverses comme l'histoire industrielle de la ville, capitalisme et production urbaine. Voilà, Christelle et Georges Guay avaient aussi réalisé un projet sur la pollution des sols et la reconversion des friches industrielles. Voilà, donc on était déjà en partie installé sur ce terrain et donc il y avait des velléités de poursuivre en fait, de prolonger ces terrains de recherche et une opportunité de laboratoire parce que l'équipe en fait on appartient à un même axe de thématiques de notre UMR et c'était l'occasion en fait de faire émerger une recherche collective au sein de cet axe de recherche. Voilà, et puis c'est présenté en fait l'appel à projet POPSU et on a sauté sur l'occasion et formulé un projet de recherche qui a été retenu. Voilà, donc Rive-de-Gier fait partie des 6 petites villes lauréates en fait du premier appel à projet. 2 mots sur cette ville de Rive-de-Gier. Bon, alors c'est vraiment très très rapide, hein, qui présente trois caractéristiques principales. La première, c'est que c'est une petite ville qu'on peut qualifier d'abîmée, voilà, qui a subi de plein fouet les effets de la désindustrialisation. Voilà, qui a un bâti très largement paupérisé et qui, sur ces dernières années, a connu un appauvrissement assez impressionnant de sa population. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que c'est une petite ville qui est située entre Lyon et Saint-Étienne, à peu près à mi-chemin, et qui se situe en fait dans l'aire d'influence métropolitaine de chacune des deux villes. Voilà, ce qui en fait une situation en fait particulière de centralité secondaire, voilà, sous influence de ces deux métropoles. Et puis la troisième caractéristique de cette petite ville au moment où on dépose le projet, c'est que c'est une petite ville en transition, avec des voies de transformation multiples qui ont été engagées pour enrayer en fait les effets de la désindustrialisation. Donc c'est par exemple de la périurbanisation, développement de centralité périphérique, un projet de requalification du centre-ville en lien avec le NPNRU, un projet de découverture de la rivière associé à un projet de renaturation de cette rivière, des projets de reconversion des friches industrielles, notamment celle qu'on voit là sur la photo, qui est en fait une ancienne verrerie Duralex, qui aujourd'hui n'existe plus, qui a été démolie, le terrain a été dépollué, et un projet mixte alliant logement et activité économique est en train de sortir de terre. Tac.
Donc voilà, donc ces caractéristiques et notamment ces projets de transformation nous ont amené en fait assez logiquement à poser une question en termes de relative à la transition. Voilà, il s'agissait pour nous là d'interroger en fait la cohérence de cette stratégie urbaine de transition multidimensionnelle au regard notamment des attentes et des besoins des populations locales. Donc produire des connaissances donc sur la dynamique de cette petite ville, interroger sa trajectoire de transformation et sa capacité à répondre aux enjeux de la transition, ce qui correspondait aussi au cadrage en fait du premier appel à projet POPSU. Voilà, ce qui nous a amené plus particulièrement à nous intéresser en fait à la question des capacités d'action en fait de ces acteurs, des acteurs qui portaient ces projets de la petite ville dans le système métropolitain lyonno-stéphanois. Voilà, et puis 2 mots sur la méthode en fait qu'on a définie pour mener cette recherche. La première chose, c'est que c'est une démarche qu'on a conçue comme résolument ethnographique. Voilà, l'idée étant de s'immerger le plus possible et collectivement sur le terrain. Donc pour ça, on a mis en place un système de résidents. Donc on est tous les vendredis pendant 1 an, quasiment tous les vendredis pendant 1 an, on était sur place. Voilà, à déambuler, à rencontrer des gens, à faire des entretiens. Voilà, et dans cette année 2019, au cours de laquelle on a fait l'essentiel du terrain, on a aussi organisé plusieurs balades urbaines sur des thématiques qui nous paraissaient intéressantes. C'est une recherche qu'on a aussi conçue comme participative, donc qui a associé dans le cadre de séminaires de co-construction les acteurs locaux, notamment les représentants de la ville, les représentants techniciens de la ville de Rive-de-Gier, les représentants élus de la ville de Rive-de-Gier, mais aussi des représentants de la métropole de Saint-Étienne et d'autres institutions locales. Voilà, et on a aussi organisé dans le cours de la recherche plusieurs ateliers d'échange avec les habitants et leurs représentants aux 2 conseils citoyens de la ville. Voilà, et puis c'est une enquête un petit peu originale à laquelle on a souhaité associer des artistes. Donc on avait le photographe Éric Villemain qui a fait des photos qui figurent dans le livre, mais aussi des chanteurs, voilà, qu'on voit au premier plan de la photo. Voilà, qui sont des chanteurs amateurs, mais qui ont composé en fait des œuvres musicales en rapport avec cette recherche. Et puis une troupe de théâtre d'improvisation. Voilà, donc ça a permis, enfin, ça a enrichi la recherche parce que ça nous a permis d'apporter des regards un peu différents sur les dynamiques urbaines de la ville. Et puis ça nous a aussi beaucoup aidé dans la médiation en fait avec les publics qu'on a sollicités tout au long de la recherche. Voilà, on pourrait y revenir plus longuement dans la discussion si vous êtes intéressé par cet aspect particulier de cette recherche. Voilà, donc au final, c'est une grosse année et demie de terrain qui nous a permis de produire un important matériau d'enquête qui, au fond, n'a été que partiellement valorisé. Et en fait, le carnet de territoire que Christelle va présenter maintenant, voilà, ne valorise vraiment qu'une partie de ce matériau, puisqu'on a fait le choix pour ce carnet de se focaliser en fait sur un des aspects, une des dimensions en fait de l'enquête. Voilà, on aurait pu privilégier d'autres aspects de cette dimension. Merci. Manu, donc je vais effectivement continuer en tout cas essayer de résultats de la recherche en soulignant encore une fois que effectivement on n'a pas épuisé dans l'ouvrage des cahiers tout ce que le terrain nous a amené dans cette logique d'étude de cas qui était privilégiée par le programme POPSU.
Et le choix que nous avons fait, ça a été de se focaliser sur les enjeux de rénovation urbaine et les capacités d'action municipale, puisque ce qui nous est apparu assez frappant et assez vite, c'est l'ampleur des projets urbains, notamment deux projets en rue qui avait été conduit pour l'un dans un ensemble d'habitat social périphérique, le quartier du Grand Pont, et pour l'autre qui était en discussion au moment où on a commencé à travailler, qui concernait la rénovation du centre-ville, donc cet habitat ancien, dégradé, dont Manu a parlé tout à l'heure. Donc, deux énormes projets contractualisés, conventionnés avec l'ANRU. Le premier au titre de la municipalité de Rive-de-Gier, donc là, on est au milieu des années 2000, et puis le deuxième, plutôt à la fin des années 2010, qui fait l'objet d'une contractualisation ANRU Saint-Étienne Métropole, donc avec un positionnement un peu différent de la ville. Donc, ampleur des projets urbains pour une ville, on ne l'a pas rappelé, mais qui est une petite ville de 16 000 habitants, qui est pris dans un système métropolisé, pourrait-on dire, qui est localisé dans la vallée de la rivière Gier, donc entre Lyon et Saint-Étienne. Et donc, face à ces grands projets urbains, dont des chercheurs collègues ont montré aussi le formatage, d'une certaine manière, ou en tout cas un cadre d'action publique gouverné à distance, je vais dire ça comme ça, quelles étaient donc les possibilités, les capacités de la petite ville, alors la petite ville au sens de son pouvoir politique, urbain, technicien, de ses acteurs locaux, à développer des contenus, voire des processus, des procédures spécifiques dans ce cadre-là, à développer des stratégies spécifiques de petite ville ou à reproduire en plus petit, c'était notre interrogation de départ, les standards métropolitains comme le défendent un certain nombre d'auteurs. Donc ça a été une manière pour nous de faire le tri dans ce matériau et de proposer comme livrable de la recherche un carnet de territoire. Je ne sais pas pourquoi il s'appelle cahier ici, c'est un carnet de territoire en 3 parties que je vais vous présenter maintenant. Donc une première partie qui revient sur l'histoire, pourrait-on dire, de cette petite ville, donc avec le but, bien sûr, de faire le bilan pour nous de la recomposition urbaine. Alors, quand on dit urbaine, c'est bien sociale, économique, politique de cette petite ville que l'on a qualifié peut-être un petit peu hâtivement à cette époque-là de désindustrialiser. Or, même si l'emploi industriel a été considérablement réduit à Rive-de-Gier et dans la vallée alentour, il reste un système productif local, pourrait-on dire, autour de la métallurgie, de la mécanique, qui reste tout à fait vivace aujourd'hui, même si, évidemment, les effectifs et la taille des entreprises n'est plus du tout la même que celle des années 60-70, pour ne parler que de la dernière période. Donc, dans cette perspective historique qui compte pour nous dans nos travaux, on est revenu sur le développement urbain de cette petite ville, donc marquée par l'empreinte de l'industrie, et une industrie qui ici est composite, si je puis dire ça comme ça, qui historiquement a quand même été dominée par l'extraction et le commerce du charbon, avec des interventions structurantes de l'État monarchique, je vais dire ça comme ça, avec la construction d'un canal, par exemple, de Rive-de-Gier jusqu'à Givors, c'est-à-dire jusqu'au Rhône, pour être géographiquement plus illustré possiblement. Donc l'extraction minière et le charbon, la métallurgie aussi, qui est arrivée assez vite, dès le dernier tiers du XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais de manière complexe, que ces systèmes productifs ont
contribuer à produire des espaces spécifiques dans cette petite ville de Rive de Gier, qui combine, on pourrait le dire comme ça, qui combine de fait des centralités productives relativement distinctes et relativement concurrentes aussi, notamment du point de vue de la main-d'œuvre, bien sûr. Donc cette histoire-là, elle a été disputée bien évidemment, avant tout par ce processus de désindustrialisation, alors qui n'est pas simplement l'affaire des années 60-70, mais qui est plutôt le produit d'une érosion industrielle qui est marquée quand même dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment en lien aussi avec des interventions de l'État assez fortes dans la structure de l'appareil productif de la métallurgie à l'échelle nationale. Donc ça nous donne cette petite ville bousculée, dont les acteurs économiques évidemment ont été en quelque sorte peu à peu déterritorialisés, en tout cas dont le pouvoir de commandement de l'économie a échappé bien évidemment au local, et dans les années 70-80, eh bien ce à quoi on assiste, c'est à des formes de reconversion économique, mais aussi résidentielle. Manu en a parlé tout à l'heure de cette urbanisation périphérique qui devient véritablement la dynamique urbaine dominante à partir des années 70-80. Donc Rive de Gier, pour faire un petit point là-dessus, c'est pas une ville c'est une qui a légèrement perdu des habitants, mais qui depuis les années 90 est relativement stable, voire en gagne un peu, mais en gagne un peu principalement par le biais de ces dynamiques périurbaines, pour le dire comme ça. Donc ça nous donne en résultat aussi un centre ancien historique paupérisé, dont la population, là aussi, est relativement stable. Ça n'est pas un centre-ville en déclin, en tout cas d'un point de vue démographique. Par contre, c'est un centre-ville négligé, délaissé par l'action publique, qui n'a pas connu beaucoup, qui n'a pas fait l'objet de beaucoup d'intérêt par la politique locale, à part ou jusqu'à, plus exactement, ce projet de rénovation du centre-ville qui commence à s'inventer dans la première moitié des années 2010, un petit peu dans le prolongement de ce premier projet de rénovation urbaine qui est celui du Grand Pont, donc dont on a refait l'histoire en quelque sorte toujours dans cette première partie, en montrant quand même combien ce premier projet en rue avait permis à la petite ville, dans sa traduction service technique, je vais dire ça comme ça, d'intégrer quantité de compétences dont elle ne bénéficiait pas auparavant. Voilà. Deuxième partie, donc on s'arrête ici au début des années 2010, dans la première partie, à l'orée de ce projet de rénovation urbaine du centre-ville, que l'on regarde d'un petit peu plus près dans la deuxième partie, en montrant combien, d'une certaine manière, ce projet de centre-ville, mais aussi d'autres réflexions concernant des politiques urbaines de Rive de Gier, ont quand même été largement dominées par des logiques métropolitaines. C'est ce qu'on a appelé donc le cadrage métropolitain du projet de renouvellement urbain du centre-ville, qui fait la part belle au paradigme de l'attractivité. Il s'agit d'attirer davantage de monde à Rive de Gier, de lutter contre la déprise commerciale du centre-ville, et surtout d'attirer d'autres catégories sociales dans ce centre-ville, dans un système d'acteurs qui n'est pas simplement celui des relations de la municipalité de Rive de Gier et de Saint-Étienne Métropole, mais qui en comprend bien d'autres, notamment avec une place importante de la DDT locale,
la DDE dans la période précédente, en tout cas avec une importance de l'action de l'État local, notamment en matière de renouvellement urbain et de logement. Et puis d'autres initiatives, donc d'échelle plus large, si je puis dire ça comme ça, qui impliquent notamment le Grand Lyon. C'est pas encore la métropole de Lyon au sens institutionnel qu'elle prend en 2015, mais le Grand Lyon, Aglo, au travers de ce qu'on appelle à ce moment-là un pôle métropolitain, dont l'histoire a pris fin en début de l'année 2022, si je ne me trompe pas. Voilà, donc un cadrage métropolitain pour le projet de rénovation de ce centre-ville, et au-delà du centre-ville de Rive-de-Gier, un cadrage métropolitain qui saisit la vallée du Gier dans son ensemble, hein, qui est très souvent qualifié de trait d'union entre Lyon et Saint-Étienne, et qu'il s'agit là aussi de convertir, d'actualiser, si je peux, ou de moderniser pour essayer de lui faire passer de la faire dépasser, pardon, cette phase cruelle de désindustrialisation qui l'a abîmée, pour reprendre les termes d'Emmanuel tout à l'heure. Donc des partis pris d'aménagement qui sont imprégnés des standards de la rénovation urbaine, hein, voilà, en rappelant ici le cadre un peu formateur de l'ANRU, de l'attractivité, de la découverte de la rivière un peu hâtivement pensée, en tout cas dans un premier temps. Et puis, ce qui nous frappe aussi, c'est que ce projet urbain, au sens où Gilles Pinson a pu l'employer, c'est aussi un moteur, un facteur d'évolution du gouvernement municipal qui n'était pas, alors particulièrement, comment dire, créatif, ou en tout cas qui s'était saisi à minima de ces enjeux de désindustrialisation. On pourra y revenir si vous le souhaitez, mais dans cette période du centre-ville, on assiste quand même à une forme d'évolution du gouvernement municipal, notamment à travers son maire, Jean-Claude Charvin, qui est décédé l'été dernier, mais qui endosse, y compris parce qu'il occupe des places importantes à d'autres échelles du gouvernement local. Oui, il est vice-président de Saint-Étienne Métropole, il a eu des positions importantes au département de la Loire, mais qui prend la mesure effectivement de ce projet et arrive à attirer un certain nombre de ressources dans cette petite ville de Rive-de-Gier. Et puis la troisième partie de cet ouvrage, donc une fois repérées les logiques un peu structurantes de ce projet de rénovation urbaine du centre-ville, qui peine quand même à être défini, qui se heurte à des enjeux qui sont tout à fait importants et cruciaux. La question de la découverte de la rivière, j'y reviens, la question des nuisances aussi liées à la circulation autoroutière, par exemple, et aux difficultés de trouver des alternatives à la circulation automobile localement. Ce qui nous frappe aussi, c'est dans ce décalage petit gouvernement et grand projet, ce sont les impensés, ou en tout cas ce qu'on nomme à ce moment-là des risques pour cette petite ville sous influence métropolitaine de se faire un petit peu embarquer, si je le dis de manière simple, dans ces projets urbains à dominance d'attractivité, sans bien penser ses ressources propres. Pour le coup, c'est par exemple ce projet un peu à contresens des fonctions sociales du centre-ville, hein, qui sont réelles, y compris en termes commerciaux, où vous avez sous les yeux un des deux marchés hebdomadaires de Rive-de-Gier. Je pense que c'est celui du vendredi, qui constitue à ce moment-là une centralité commerciale tout à fait saisissante.
je vais dire comme ça, par l'ampleur de la fréquentation, par la diversité des produits qui y sont rassemblés, et un projet de rénovation donc qui est extrêmement complexe de par la diversité des enjeux qu'il a à embrasser. J'en ai évoqué quelques-uns, je peux y rajouter aussi une dimension patrimoniale, puisque une partie du centre-ville de Rive-de-Gier est couvert par un secteur patrimonial sauvegardé. C'est peut-être pas forcément évident quand on regarde l'image au-dessus de celle du marché, mais étant donné l'état du bâti et la forme de déshérence qui est au premier plan, avec un parking, un stationnement de fait dans une partie d'îlot démoli, mais on est là dans le secteur médiéval de Rive-de-Gier, un bourg castral qui a été conservation, en tout cas en termes de morphologie urbaine et de parcellaire, est aujourd'hui encore tout à fait saisissante, bien que, et vous le voyez bien évidemment sur l'image, particulièrement dégradée. Donc, des enjeux extrêmement importants, une gouvernance fragile, en tout cas telle qu'elle nous apparaît en 2020. Nous avons cette précaution puisque voilà, on n'a pas continué la recherche, en tout cas sous ces angles-là, à Rive-de-Gier, parce que les relations entre la municipalité de Rive-de-Gier et Saint-Étienne Métropole ne sont pas complètement cadrés, ne sont pas complètement riches, si je puis dire ça comme ça, notamment pour ce qui concerne ce projet de rénovation urbaine. Et pour le coup, ce qui nous apparaît dominant donc en 2020, alors à l'orée évidemment des élections municipales dont on se rappelle bien tous et toutes qu'elles ont été particulièrement perturbées par la crise sanitaire et la gestion de la crise sanitaire, eh bien, ce qui nous apparaît à souligner à ce moment-là, c'est l'ampleur des projets urbains qui occupent les acteurs de cette petite ville. Donc, un projet de rénovation du centre-ville qui nous paraît un peu trop standardisé et pas prendre en compte véritablement sa singularité. Un projet donc ce premier projet en rue du Grand Pont, qui est en voie de finalisation, mais qui, pour réussir qu'il soit dans le volet urbain, n'a pas forcément apaisé, et loin de là, les tensions sociales du quartier. L'année 2020 a encore été témoin, si je puis dire, à emprunter cette formule un peu journalistique, de tensions extrêmement importantes dans ce quartier-là. Et puis, un troisième projet qui démarre à ce moment-là, qui est celui de l'entrée Est, ou celui de la verrerie, qui est un nouveau projet d'ampleur conduit par Saint-Étienne Métropole, et dans lequel la ville de Rive-de-Gier a aussi des difficultés à trouver sa place, pour le dire un peu rapidement. Donc voilà le contenu de ce carnet de territoire, très centré sur les capacités d'action de cette petite ville du point de vue de la rénovation urbaine, et peut-être en essayant non pas de clore, mais de donner un peu un horizon aussi pour lancer la discussion. Ce qui nous a beaucoup interrogé dans ce programme de recherche et la manière dont on l'a conduit, c'est aussi sa focalisation sur la petite ville, sur cette notion de petite ville, alors dont on sait bien qu'elle est de nouveau en vogue, si je puis dire ça comme ça, après quelques années d'oubli. Et nous nous sommes très fréquemment demandé à Rive-de-Gier quelle était la pertinence de considérer les processus, les dynamiques sociales, économiques, de mobilité, etc., à l'échelle d'une municipalité ou d'une petite ville seule, tellement, je pense, partout dans les espaces métropolisés, mais sans doute encore de manière plus visible et plus prégnante dans cette vallée du Gier, où la
périurbanisation je parle encore au présent, est très forte. La nécessité de prendre en compte des dynamiques territoriales qui sont plus complexes, évidemment, que celles qui sont encapsulées par l'analyse dans le territoire municipal, et en rappelant évidemment ce contexte double métropolitain, avec un front de périurbanisation lyonnaise qui a atteint Rive de Gier, si je puis dire ça comme ça, qui fait toujours partie, pour le coup, du territoire d'administration politique de Saint-Étienne Métropole. Voilà, c'est un peu rapide tout ça, mais j'espère qu'on vous a donné un peu de matière quand même pour pouvoir poser quelques questions sur cette petite ville ou au-delà, bien sûr. Merci à vous deux pour votre présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y en a pas encore dans le fil de conversation. Vos propos ont été d'une clarté qu'il n'y a pas eu de questions. Mais n'hésitez pas à les poser dans le fil de conversation. Alors, je vois qu'il y a une personne qui est en train d'écrire. Pendant ce temps-là, moi, je sais qu'il y a encore des slides. Si vous voulez les présenter en entendant que les questions arrivent, n'hésitez pas. Peut-être, je te laisse là-bas. Vas-y. Alors, dans les slides qui restent, vous avez raison. Le but était de vous montrer un peu des étapes aussi de cette recherche action, et notamment la proposition que l'on a faite aux acteurs locaux de travailler un peu dans des perspectives de prospective, un peu hâtivement dénommée, sans doute, mais en tout cas, nous avons tiré parti des entretiens conduits à Rive de Gier. Je vais plus me rappeler vraiment, en tout cas à peu près 6 à 8 mois après le début de ces entretiens. Nous en avons tiré parti en élaborant des scénarios de devenir de cette petite ville. Donc, précédemment, vous avez eu et ces scénarios prospectifs, nous les avons discutés avec les conseils citoyens, le conseil citoyen de Rive de Gier, puisqu'à cette époque-là, il n'en existait plus qu'un. Nous les avons mis en discussion donc avec ce conseil citoyen et nous les avons illustrés, ou plus exactement, notre collègue Éric Villemain, photographe, les a illustrés sous la forme de cartes postales du futur. Alors, l'inspiration venait de Nantes, hein, c'est Laurent Desvimles qui, le premier, avait, à ma connaissance en tout cas, avait utilisé cette technique qu'on a empruntée à Rive de Gier avec beaucoup d'intérêt et d'amusement aussi des acteurs. Donc voilà, la carte postale que vous avez sous les yeux, elle était destinée à illustrer le scénario ville subalterne. Voilà, ville subalterne. Si rien n'est fait par les acteurs publics ou privés, pour le coup, si les tendances actuelles continuent, eh bien voilà ce qui pourrait arriver à Rive de Gier, traversé par une autoroute dont le tracé était encore à peu près en débat à cette époque-là, dont la création a été annulée définitivement, semble-t-il, depuis. Donc voilà, Rive de Gier, ville subalterne, uniquement traversée par cette autoroute destinée à relier Saint-Étienne et Lyon, ainsi nommé mégapole, ce serait plus juste, Saint-Lyon, dans cette perspective à 2050, 60 et autres. Voilà. Donc ça, c'est cette image-là, c'est un scénario donc que l'on avait poussé pour faire de Rive de Gier une ville populaire et solidaire. Donc vous voyez ce scénario en phase travail avec notre première proposition et puis des formes d'amendements, de compléments, de développement illustrés par ces post-it qui ont été déposés par les habitants et à partir desquels nous avons actualisé nos scénarios aussi. Et d'autres cartes postales prospectives, voilà, un Rive de Gier
dont le marché dont on vous a parlé tout à l'heure a été développé, s'est internationalisé, si on peut le dire comme ça, devenu un quartier touristique de cette grande agglomération. Un petit clin d'œil aux mobilités extrêmement problématiques de cette vallée du Gier avec une techno-solution, pourrait dire, au travers de l'Hyperloop qui a été un temps discutée pour faire la liaison entre Lyon et Saint-Étienne en 4 minutes 34 secondes, ce qui est une surfiction puisque l'hypothèse était plutôt de 8 minutes. Voilà. Dans un scénario qui, lui, était plutôt thématisé sur Rive de Gier, ville écologique, environnementale, et bien des formes de redirection écologique avec une autonomie en énergie verte et gérée par une coopérative municipale. Une maison des migrations, voilà, puisque évidemment on l'a passé sous silence, mais encore une fois, nous n'avons pas tout traité. L'histoire migratoire de Rive de Gier est extrêmement riche en la matière. Et puis, je ne sais pas si c'est notre préféré, mais en tout cas, toujours dans ce scénario ville écologique, eh bien, un développement de la culture de la vigne qui est tout à fait active sur les coteaux qui entourent la vallée du Gier, avec là aussi une première coopérative viticole urbaine dans les espaces libres, dans les interstices du quartier du Grand Pont dont on vous a déjà beaucoup parlé. Merci pour ce complément, puisqu'il a permis un complément de questions. Et je vais en prendre une qui fait vraiment le pont par rapport à ce qui a été évoqué par rapport aux photos présentées. C'est pourriez-vous préciser le rôle des artistes dans la médiation et qu'a permis ce levier culturel? Et moi, j'aurais tendance à rajouter une troisième question dans ce blog, c'est déjà pourquoi avoir décidé de recourir à des artistes en 2019, enfin, peut-être déjà réflexion 2018-2019, pourquoi avoir eu cette volonté d'associer des artistes? Je vais peut-être faire une première réponse. Alors sur le pourquoi, c'est parce qu'on avait déjà eu l'expérience en fait d'une association artistes-chercheurs dans des projets préalables en fait, voilà, qu'on avait réalisé peu de temps en fait avant le dépôt de ce projet. Et comme voilà, le cadrage en fait des appels à projets POPSU invitait à un peu d'originalité en termes méthodologiques. Voilà, ça nous a plutôt incité à se dire tiens, on poursuivrait bien dans cette logique d'associer en fait des artistes à la production de la recherche. Donc les expériences qu'on avait eues, c'était avec des photographes en fait, donc c'était voilà, sur un format photographie sciences sociales. Tu peux citer cet ouvrage? Ouais, voilà, un ouvrage sur la réorganisation des services de l'État. Réalisé avec un photographe qui s'appelle David Desalleux et qui s'appelle État des lieux, les lieux de l'État. Voilà, mais François avait aussi une expérience préalable sur un travail qu'il avait réalisé sur la vallée de la chimie, avec un photographe également. Donc voilà, on s'est dit que ça méritait d'être poursuivi et ça produit des résultats intéressants. Voilà qu'on souhaitait, en tout cas, on souhaitait remobiliser en fait ce dispositif de l'association chercheurs-artistes pour le reproduire sur ce projet. Voilà, en se disant que l'hypothèse de départ, c'était aussi de se dire que les artistes pouvaient nous être très utiles dans la dimension participative de la recherche, parce qu'ils ont cette possibilité de créer des médias, des médiums qui facilitent en fait la transmission et les échanges autour du projet de recherche en train de se faire. Voilà, et de ce point de vue-là, ça a plutôt bien fonctionné puisque les deux chanteurs, Guillaume et Laetitia, se sont particulièrement mobilisés en fait sur ce projet. Ils ont écrit plusieurs chansons en fait à partir de la recherche, hein, puisqu'ils ont voilà, associé à la recherche, ça voulait dire qu'ils étaient là en fait
les résidences du vendredi. Avec nous, à nos côtés, ils étaient là quand on faisait des entretiens, ils ont assisté à beaucoup de choses en fait. Et aussi produit eux aussi beaucoup de choses en termes d'enquête. Voilà, et ils en ont tiré là des chansons qui ont pu ensuite être présentées au public et à l'origine de discussions et de débats assez riches, quoi. Et on a fait, je pense, à l'occasion de la recherche, peut-être le premier séminaire de l'histoire de la recherche française en chanson. Voilà, parce qu'on on n'a pas tout chanté le séminaire, hein, mais voilà, il y a eu des intermèdes musicaux au sein du séminaire. Oui, enfin, je crois que effectivement, c'est cette capacité de restitution rapide, je vais dire ça comme ça aussi, qui nous a beaucoup intéressés, qui a même parfois dépassé nos attentes dans le cadre des chansons, puisqu'elles ont été écrites sur la base des entretiens réalisés, en tout cas pour certaines, et puis pour d'autres, elles ont aussi constitué quasiment des objets de transaction. Hein. Guillaume et Laetitia ont mis en musique des textes écrits dans le cadre d'une association locale qui s'appelle les Bricoleuses de mots et qui nous a aussi beaucoup rapporté en qualité d'émotion, je vais dire ça comme ça. Aussi, et puis peut-être il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais dans les productions artistiques dont les effets nous ont peut-être un peu dépassés, on a eu aussi recours à des comédiens d'improvisation. Qui au moins à deux reprises, et c'est vrai que il y a eu aussi des moments de délicatesse par rapport au pouvoir politique local qui n'ont pas forcément été simples pour nous à gérer dans l'interaction qui était la nôtre, enfin dans le cadre de recherche qui était le nôtre, c'est-à-dire d'une contractualisation aussi recherche municipalité avec PopSu. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un papier sur cette question-là en fait d'association des artistes à cette recherche en particulier qui vient de sortir là, dans la revue Interrogation et qui est disponible, accessible en ligne. Merci. Alors peut-être une petite précision, est-ce que les chansons sont accessibles sur YouTube ou autre, ou comment? Par le biais de notamment, on accède au moins à une, peut-être à deux. Pour les autres, c'est une bonne question. Il y a au moins un lien effectivement avec deux chansons, je crois, et il me semble qu'il y en a une au moins sur YouTube. En tout cas, je peux mettre dans le chat global le lien vers le sommaire de la revue Interrogation, et si l'article intéresse, on peut peut-être le faire passer par votre intermédiaire, bien sûr. C'est gentil. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, mais je vous propose néanmoins de prendre les deux autres questions. Il y en a une posée par le CEPRI. Comment la mise en résilience par rapport à l'inondation a-t-elle irrigué la réflexion sur le projet de ville? Oui, et qui n'est pas sans lien avec la deuxième question que pose Monsieur Sandler là de France Urbaine sur aussi la question de l'inondation. Alors là, je crois qu'on peut être dans un monde vertueux, effectivement, on pourrait penser que la découverture de la rivière est partie intégrante du projet de rénovation du centre-ville et fait particulièrement sens pour changer la qualité de vie, changer la condition urbaine, transformer aussi les relations à cette rivière qui a été un instrument de l'industrialisation parmi d'autres, voilà. Et dans la réalité, eh bien, les choses sont parties de manière complètement isolée, en tout cas quand on refait soigneusement la chronologie, puisque l'hypothèse de la découverture de la rivière ne vient que de la gestion des crues, donc n'est identifié que dans le dialogue entre les services de Saint-Étienne Métropole dédiés et l'État local sur la gestion des risques.
et le premier projet de rénovation du centre-ville n'intègre absolument pas ce qui est dans les cartons du service d'à côté, en tout cas dans un premier temps, et c'est simplement dans un deuxième temps, et ça demande d'ailleurs à l'agence d'architecture et d'urbanisme de reprendre complètement sa copie, puisque cette hypothèse de découverture du gilet pour gérer la crue centenale est à ce moment-là partagée, mais on est 18 mois à quasiment 2 ans après la première version du plan de rénovation du centre-ville. Et puis, effectivement, j'ai dit en rut de manière très générique tout à l'heure, mais c'est effectivement un PRIR, donc un projet de rénovation d'intérêt régional qui couvre le centre-ville actuellement, avec des moyens limités, c'est vrai, et des moyens d'autant plus limités que les enjeux et les besoins sont extrêmement importants dans ce centre-ville de petite ville industrielle. Eh bien, merci pour à la fois votre intervention et les réponses apportées aux participants. On vous remercie vivement. On remercie aussi les participants pour leur attention et les questions posées. Et on vous invite à prendre note du prochain café qui aura lieu dans un mois, le 9 février, de 14h à 14h45. Et cette fois-ci, ce sera pas Pop Sud Territoire, mais Pop Sud Transition, avec le cas de Clermont-Ferrand. Peut-être, Pacom, peux-tu apporter quelques précisions? Oui, donc le 9 février, nous aurons Hélène Ménet qui présentera le cahier de Clermont-Ferrand qui sera sur l'attractivité de la métropole de Clermont. Et donc, ce sera le premier café sur les grandes villes. Et pour rappel, vous pouvez retrouver l'enregistrement de ce jour avec le support associé, à la fois sur les outils de Pop Sud Territoire. Donc, tu t'es rappelé, Pacom? Oui, vous avez tout sur notre site et sur YouTube. Et sur la communauté du CNFPT, vous y retrouverez également les précédents. À très bientôt. Bonne Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.